Plusieurs d'entre vous auront probablement choisi d'écouter cet épisode de par votre curiosité de ce que c'est un tome. Et mon invité, Marie-Philippe Rodrigue, orthophoniste et moi, on est très heureuse que vous soyez à l'écoute parce que effectivement, les tomes, les troubles orofacio-myofonctionnels ne sont pas bien connus, même s'ils sont assez communs et que d'être sensibilisé à leur existence peut permettre de les prévenir ou du moins de les détecter et d'intervenir plus tôt que plus tard pour en réduire les impacts fonctionnels. C'est de ça qu'on va parler et on se retrouve tout de suite après la petite présentation avec Marie-Philippe Rodrigue. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Marie-Philippe! Allô, Josiane. Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Bien, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée de te recevoir parce que quelque chose que tu ne sais pas, c'est que, étant une grande fan de ton podcast, une orthophoniste en coulisses, tu as été ma première inspiration pour me dire: Hey, moi aussi, je pourrais produire un podcast. Ah oui! Hey, je savais pas. C'est le fun à Mhm, apprendre. ouais. Alors, pour moi, ça allait de mise de te rencontrer dans un épisode et de discuter d'un sujet, dans le fond, qui va toucher ton expertise comme orthophoniste, mais qui est très pertinente pour les intervenants, les ergothérapeutes, les parents, les éducateurs à connaître. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu aurais l'amabilité de te présenter un peu, de nous dire ce que tu fais finalement au quotidien, puis d'où vient finalement ton expérience avec les tomes? Oui. Donc moi, je suis orthophoniste, en pratique privée, donc au Québec depuis, j'ai gradué, en 2015. Donc ça va faire bientôt 9 ans que je pratique, ce métier-là. J'ai toujours été en pratique privée. J'ai 2 chapeaux en orthophonie. Mhm. Donc je travaille auprès de la clientèle d'âge scolaire qui présente des troubles d'apprentissage, donc que ce soit en lien avec le langage oral ou le langage écrit OK. principalement. Mais j'ai mon deuxième chapeau justement où je vais intervenir auprès de la clientèle qui présente ce qu'on appelle les fameux troubles orofacio-myofonctionnels, qui est un terme qui est assez méconnu, mais qui pourtant est très présent Mhm. dans la population, beaucoup plus qu'on pense. Et moi, cet intérêt-là me vient en fait du fait que mon père, à moi, est orthodontiste. OK. Donc moi, j'ai découvert en fait l'orthophonie par le biais des tomes, Mm. en parlant avec mon père de tout ça. Et ben, c'est sûr que ça l'a piqué ma curiosité. J'ai toujours eu aussi un petit intérêt pour le côté peut-être un peu plus, je dirais plus santé, si je peux dire OK. comme ça. Les troubles d'apprentissage, ça rejoint mon côté plus éducation. Tu sais, j'ai déjà voulu être enseignante aussi, mais les tomes vont chercher ce petit côté-là que j'aime particulièrement. La sphère, mon chapeau un petit peu plus santé. Et comme je dis, ben c'est ça, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est via mon père que j'ai découvert ça. Et ça n'a pas été long quand j'ai terminé ma maîtrise que je suis allée me former parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles orofacio-myofonctionnels, ben, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais oui, on peut rééduquer ça en orthophonie. C'est multifactoriel, donc c'est sûr qu'il y a plusieurs professionnels qui peuvent être impliqués là-dedans. OK. Mais c'est pas dans notre cursus au Québec, ça fait pas partie de la formation de façon approfondie. Fait qu'on va l'effleurer dans le programme, OK. mais pour pouvoir vraiment travailler là-dedans, donc c'est pas parce qu'on est orthophoniste nécessairement qu'on va être en mesure de rééduquer les OK. tomes. Fait qu'on va se former par la suite. Donc, ce ne sont pas toutes les orthophonistes qui vont le faire, mais on a toutes quand même une certaine connaissance puis des certaines notions de base à ce sujet-là. Mmh. Donc, nous, sur le podcast Bouger pour grandir, on s'intéresse à la motricité et
une des formes de motricité, c'est la motricité au niveau du visage, de la bouche, et c'est à ce niveau-là que les TOM se produisent. En peux-tu nous expliquer ce Oui. que c'est finalement un trouble orofacial myofonctionnel? Si on y va un peu avec l'étymologie, moi, j'aime ça décortiquer justement ce terme qui est très long. Donc, Oui. trouble, ben, c'est sûr que quand on a la notion de trouble, on pense principalement aux impacts que ça va avoir. Donc, c'est une condition, si je peux dire comme ça, qui va avoir des impacts de différents niveaux. Donc, ça peut avoir des impacts sur la respiration. Donc, quelqu'un qui va être un ronfleur, souvent, sur l'alimentation, des gens peuvent ressentir justement, on parlait de, hors d'onde, on a parlé un petit peu de reflux, donc ça peut entraîner ça au niveau de la digestion. Évidemment, je dirais le plus flagrant, ce qui va ressortir le plus, c'est l'articulation au niveau l'occlusion, donc au niveau des dents. Donc, les gens qui vont avoir besoin d'orthodontie, par exemple, souvent, c'est pas toujours le cas parce que c'est très multifactoriel, mais il peut y avoir un lien avec une mauvaise posture de la langue qui a entraîné des forces sur les dents qui ne sont pas des forces adéquates. Donc, il y a plusieurs impacts. Donc, ça peut être de l'ordre de l'esthétisme, mais ça peut avoir des impacts. Quelqu'un qui va développer aussi des douleurs à la mâchoire, des maux de tête fréquents. Donc, ça, c'est l'aspect, je dirais, fonctionnel, donc les impacts fonctionnels du trouble. Le terme orofacial, donc oro pour la bouche, facial pour le visage, parce que, en fait, ça va affecter les structures. Donc, je parlais des dents, par exemple. Si, au niveau musculo-squelettique, mes muscles ne fonctionnent pas de la bonne façon, travaillent pas de la bonne façon, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la croissance de mon visage. Ce qu'on va remarquer, c'est pas toujours le cas, mais il y a certains profils qui vont être un petit peu plus caractéristiques. Donc des fois, on va parler d'un visage qui est un petit peu plus allongé. Les gens vont avoir les pommettes un petit peu plus effacées. Les dents, justement, des fois, peuvent avoir les dents plus étroites, donc besoin d'appareils, de broches, choses comme ça. Hem, il peut y avoir aussi même des fois des asymétries, des déviations au niveau du visage. Moi, je dis tout le temps, c'est pas, ça ne déforme pas le visage, c'est juste que c'est des petites caractéristiques qu'on peut remarquer qui sont associées à des déséquilibres et donc pas que la bouche. Fait que la bouche et le visage, ça peut aller même aussi jusqu'au niveau du cou dans certains cas et même, on va en parler plus loin, mais il y a la posture aussi qui intervient dans tout ça. Puis le terme myofonctionnel, ben myo, c'est pour les muscles. Donc, les muscles de la langue, en fait, principalement et fonctionnel, ben, la fonction. Donc, c'est que moi, ce que j'explique, c'est que les muscles, en fait, n'exercent pas leur fonction correctement et ben, justement, ça entraîne tous ces déséquilibres-là qui créent une chaîne à la longue. Donc, c'est les muscles qui devraient s'opposer, sont pas équilibrés. Ce que tu dis, c'est que ça peut tirer sur des structures et causer ces asymétries-là. Exact. Moi, quand j'en parle simplement, souvent, je vais dire, c'est qu'en gros, c'est que la langue n'exerce pas sa fonction correctement. Donc, elle ne fait pas son rôle correctement et donc, pour aller compenser cette espèce de manquement de la langue, ben, les muscles du visage, donc les muscles paussiers qu'on appelle, donc autour de la bouche, les joues, le menton, le cou, vont venir compenser dans des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas été faits. Des fois, j'aime comparer un exemple, là, c'est sûr, ben là, on va avoir la vidéo, mais par exemple, si je fais un exercice en gym avec, Oui. des haltères, des poids libres que je dois lever les biceps, par exemple. Fait que donc je vais lever souvent l'entraîneur va dire: «Serre les coudes le long du corps, assure-toi que c'est que les bras qui bougent». Si par contre, le poids libre Ouais. est trop lourd pour la force de mon bras, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que je vais aller Mmh. compenser puis faire un mouvement de balancier avec tout mon corps et là, ben, on peut dire que ça peut entraîner des douleurs dans le dos parce que c'est pas le corps est pas fait Ouais. pour ça. On va compenser avec d'autres muscles. Fait que c'est le même principe, en fait, mais au niveau plus spécifique de la bouche et du visage, je dirais. Mais c'est un excellent exemple et j'en profite, comme tu as dit, pour mentionner que cet épisode du podcast est aussi disponible en format vidéo. Alors, lorsque Marie-Philippe fait des explications, des démonstrations et que vous auriez envie de vous référer à cela, je vais vous mettre le lien pour y accéder sous le podcast. Maintenant, est-ce qu'il y a différents types? Est-ce qu'il y a des catégories dans le diagnostic? Est-ce que c'est un TOM léger, moyen, sévère ou est-ce qu'il y a des types de TOM? Comment on les identifie finalement?
Tu sais, il y a pas de test non plus formel avec des normes précises. Donc, on peut pas dire: «Ah ben ça, c'est une atteinte qui est plus sévère ou qui est plus légère», à partir de critères diagnostiques précis, par exemple. Il y en a pas vraiment dans la littérature. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que dans certaines situations, il va y avoir beaucoup plus d'impact que, dans d'autres, cas. Je donne un exemple, des gens il y en a qui vont avoir un TOM pour qui l'impact principal n'auront pas de douleur à la mâchoire, n'auront pas nécessairement, par exemple, de ronflement ou d'apnée du sommeil, des choses comme ça. Ça va avoir un impact peut-être plus esthétique, je pourrais dire. Et qui vont choisir volontairement de dire, ben moi, cet impact-là n'est pas suffisant pour moi pour dire que je m'engage dans une rééducation de la posture linguale. Donc ça, c'est des choix personnels aussi. Ceci étant, il y a des gens qui vont vivre des gros impacts. Donc je pense par exemple justement des cas où, je fais de l'apnée du sommeil, c'est très relié les TOM et l'apnée du sommeil, le ronflement là, puis c'est très documenté. Donc l'apnée du sommeil, on sait que ça a des impacts sur la qualité de vie en général. Je pense aussi par exemple, des infections respiratoires, donc les enfants qui vont faire beaucoup de titres à répétition, qui sont souvent malades, des infections qui vont souvent dégénérer en sinusite, en bronchite, donc au niveau des voies respiratoires supérieures, c'est quand même plus grand. Fait qu'on va plus aller voir à quel point ça va avoir des impacts dans la qualité de vie, plus que dire, ben, c'est quoi la sévérité, de ce trouble-là en général. Mmh. Moi, j'ai une mâchoire qui clique quand je mastique. Depuis ma jeunesse, est-ce que je suis en train d'apprendre que j'ai un TOM? Ben, ça se pourrait parce qu'il y a à peu près encore une fois, les statistiques s'entendent pas, mais quand je regarde un peu je fais, mettons, un portrait grosso modo, c'est à peu près 30% de la population. Des fois, ça il y a des statistiques qui disent que ça peut aller jusqu'à 40%, mais oui, c'est beaucoup et quand on va dans les cas, si par exemple, tu as un historique d'orthodontie, par exemple, dans la population qui a eu d'orthodontie, ça monte jusqu'à 85% des cas d'orthodontie. Donc, souvent, les gens ont déjà eu de l'ortho. Donc, les chances qu'il y ait peut-être eu un tome ou qu'il soit encore présent, ce tome, sont quand même grandes, là, effectivement. Ceci étant, moi aussi, j'ai la mâchoire qui clique. Hem, En fait, effectivement, ça vient moi, je le sais très bien, ça vient d'un déséquilibre parce que plus jeune, effectivement, j'ai eu un déséquilibre au niveau de mon occlusion du fait de l'utilisation de la suce prolongée et on en parlera un petit peu plus tard. Même en ayant un père orthodontiste qui était au courant de ça, moi, j'aime dire, ben, à un moment donné, c'est ça, il y a notre rôle de professionnel, il y a aussi notre rôle de parent. Et donc, plus jeune, j'avais pas nécessairement ça, mais j'ai la mâchoire effectivement qui va craquer. Ça m'occasionne pas de douleur nécessairement. J'ai pas de tome maintenant, donc j'ai un tome qui est corrigé, mais ça OK. reste que il y a des impacts qui se sont faits dans la croissance qui a eu un impact un petit peu sur mon équilibre, musculo-squelettique, oui. Donc effectivement, ça doit être très commun parce que moi, j'ai pas été diagnostiquée, donc j'entrerai pas dans les statistiques et j'ai pas eu d'orthodontie, mais j'ai sucé mon pouce longtemps. Mmh. Peut-être un lien. Oui, fort probable. Ouais. Puis, comme je dis, des fois, c'est très rare. Je pense qu'en 9 ans, je peux compter sur les doigts d'une main les gens qui m'ont volontairement écrit de dire: «Ah, j'ai quelque chose, ma langue pousse sur mes dents». C'est très, très rare. La plupart du temps, c'est souvent le dentiste qui va le dire. Puis, des fois, on n'est comme pas sensibilisé, donc on n'intervient pas nécessairement. Je reprends l'exemple des impacts. Il y en a qui sont au courant puis qui choisissent aussi de pas intervenir parce que pour eux, ça n'a pas d'impact marqué dans leur qualité de vie. Ben moi, je dirais que c'est le cas. Il y a pas de douleur, mais on me le fait remarquer quand on mange en ma compagnie. On me dit: «C'est quoi ce bruit-là?» Je dis: «C'est ma mâchoire». Mais il y a pas de douleur. Donc c'est sûr que ça se tolère. Alors, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on naît avec ce débalancement-là? Ou est-ce que c'est quelque chose plus qui se développe et qui est acquis en fonction des habitudes ou des équipements peut-être utilisés trop longtemps comme la suce? Oui, mais c'est multifactoriel. Quand on regarde, en fait, dans le développement, là, moi, quand je fais l'histoire de la langue, hem, chez les petits, encore une fois, dans la littérature, ça ne s'entend pas à savoir quand est-ce que la transition se fait, mais la majorité, hem, vont partir autour de 2 ans parce que c'est vers 2 ans qu'on a généralement toute notre dentition primaire.
en tout cas la grosse partie de la dentition primaire. Donc, avant cette période-là, chez les petits, il y a ce qu'on appelle une propulsion de la langue. Donc, ce que la langue, va aller pousser vers les lèvres, vers l'avant de la bouche, pour différentes raisons. Premièrement, au niveau de la croissance, au niveau du crâne, la proportion langue-bouche n'est pas la même. Donc, c'est comme si la langue était plus grosse, comme si elle avait grandi plus vite par rapport au crâne. Donc, elle va prendre la place qu'elle a dans la bouche. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas de dents quand on est bébé. Il y a au niveau tout ce qui est le contrôle moteur, hein, on ne se le cachera pas que les petits, tout petits, ils n'ont pas développé ça. Donc, la langue, pour pouvoir être en mesure d'aller se positionner correctement, ça prend quand même un certain contrôle moteur qu'on n'a pas dans la première année de vie. L'alimentation, qui repose soit, par exemple, principalement sur l'allaitement ou un biberon, qui fait en sorte que, bien, naturellement, la langue va se positionner d'une façon qui n'est pas celle qu'on a quand on est adulte. Et d'autres facteurs comme l'utilisation des suces, du pouce, tout ça. Il y a aussi plusieurs autres facteurs aussi qu'on pourrait élaborer. Mais tout ça pour dire que, généralement, à l'âge de 2 ans, souvent, bon, ben, la suce, souvent autour de cet âge-là que les parents vont commencer à sevrer la suce, peut-être un petit peu avant. Ensuite, bien, l'alimentation, à 2 ans, généralement, l'enfant va manger des aliments qui sont durs, là, qu'il va pouvoir mastiquer. Ça ne veut pas dire qu'il va manger un gros morceau de viande, il faut quand même le couper, mais il est capable de mastiquer. Au niveau de la parole aussi, à 2 ans, les enfants généralement vont parler, sans dire que c'est une parole comme toi et moi, mais ils ont un meilleur contrôle de la langue et au niveau des proportions langue-bouche, c'est assez différent de la phase nouveau-né, ce qui fait en sorte que la langue va aller prendre une position que moi je vais appeler comme plus mature. Donc, elle va aller se positionner plus vers le palais, plus en hauteur. Et au lieu de faire un mouvement qui est antéro-postérieur ou qu'au repos, elle va flotter puis elle va comme pousser un petit peu vers l'avant, elle va vraiment être en appui sur le palais, derrière les dents. Et quand vient le temps d'avaler, elle va plus faire comme une vague et tirer vers le fond de la gorge. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que cette transition-là ne se fait pas. Moi, j'aime dire que l'être humain est fondamentalement paresseux. Souvent, quand je fais mes rencontres avec mes clients, je leur dis, puis je dis, c'est pas un reproche, tu sais, je leur dis, moi, j'aimerais ça être en mesure de courir un marathon sans avoir à m'entraîner. Je le sais que c'est pas tout à fait possible. J'aurais aimé ça quand j'étais à l'école, avoir 100% sans avoir à étudier. C'est pas toujours possible. Donc, c'est le même principe pour la langue. Et je leur dis que la langue, s'il y a le moindrement des obstacles qui vont faire en sorte qu'elle ne peut pas transitionner, ben elle a du bâton, puis j'irai pas. Puis après ça, ben souvent, la plupart du temps, il faut aller le rééduquer, je dis manuellement, donc par le biais d'exercices. On a tout eu le visuel de l'entraîner manuellement. Non, c'est Bon, ça. OK. Alors, tu disais que la première personne, généralement, qui peut reconnaître les signes d'un TOM en développement, c'est le dentiste. C'est pas la plupart des enfants qui vont chez un dentiste avant Oui. 2 ans, avant d'avoir des dents. Donc, comme parent, comment on peut dépister ça, reconnaître les indices pour justement consulter à ce moment-là un professionnel pour peut-être prévenir et commencer ces entraînements-là plus tôt que plus tard? Je pense que la première chose, c'est de bien connaître les causes possibles d'un TOM. C'est-à-dire que, bon, on parle de la suce. Je veux juste faire une petite parenthèse. J'ai rien contre la suce. Oui. Je suis moi-même maman de 2 jeunes enfants qui ont utilisé la suce. J'ai moi-même un père orthodontiste dont la fille a utilisé la suce et la suce ronde. Mais souvent, ce que j'aime expliquer, c'est que quand on connaît un petit peu les enjeux, tu sais, on le sait que la succion, pour les enfants, c'est bénéfique. Ça a plusieurs effets documentés qui ont été démontrés. La succion non nutritive, je parle. Puis, je sais que ce qu'on sait aussi, c'est que en termes de patron de succion, le meilleur patron pour ce qui est au niveau du développement des muscles oraux et périoraux, c'est l'allaitement. Ceci étant, je suis pas mal certaine qu'il n'y a aucune maman qui souhaite être une suce ambulante. Oui. Il y a ça. Et c'est pas tous les parents qui vont soit faire le choix ou, pour peu importe les raisons, qui vont pouvoir allaiter. Oui. Donc oui, il y a le biberon et tout. Et donc, des fois, c'est juste de connaître un petit peu en tant que parent la fameuse suce. Je donne un exemple.
il y a beaucoup, dans les réseaux sociaux, on va voir les fameuses suces rondes. Il y a pas de marque en particulier parce que plusieurs marques vont les faire, ces suces-là, mais des suces qui sont vraiment rondes, et qui vont vraiment c'est, à mon avis, les plus néfastes, si je peux dire comme ça, pour ce qui est du développement oral et périoral, parce que, premièrement, la suce ronde, elle est très épaisse au niveau de la fermeture des lèvres. Ce qui fait en sorte que ça encourage une ouverture. Nous, on veut des lèvres qui vont être fermées. Fait que si on veut le plus possible, on veut avoir une suce qui, au niveau de la fermeture des lèvres, est le plus mince possible. Après ça, la suce ronde, ben, c'est vraiment comme une grosse tétine qui vient prendre beaucoup de place dans la bouche et qui va venir façonner un petit peu le palais de façon un petit peu plus ogivale, un peu plus profonde. Ouais. Donc, on veut des suces, encore une fois, j'aime pas vraiment le terme les suces orthodontiques parce que chaque suce orthodontique ne s'équivaut pas. Il y en a qui sont peut-être plus appropriées que d'autres, mais on essaie d'avoir une suce qui a un angle un petit peu plus à 45 orienté vers le palais pour diriger la succion, pour encourager le renforcement des muscles du dos de la langue, en fait. Et pas trop épaisse non plus, donc quand même assez souple. Je sais qu'il y a des silicones qui sont plus durs que d'autres. On veut quand même une suce qui est assez souple, avec des fois une petite encavure aussi là, dans la tétine. Je le sais aussi que c'est pas tous les enfants qui vont choisir ces suces-là. Il y a des enfants qui vont... Moi, j'étais un enfant comme ça qui ne voulait que la suce ronde. Puis, comme je dis, ben, c'est ça, il y a la théorie, puis il y a la vie de parents aussi. Des fois, on choisit nos combats. Mais il y a ça. C'est sûr qu'entre la suce et le pouce, dans la mesure où on peut, si on est capable de contrôler, moi, je préfère la suce parce que c'est plus facile de sevrer une suce qu'un pouce, dans le sens où on peut contrôler plus facilement l'environnement avec une suce. Par exemple, je peux déterminer que la suce, c'est que dans la bassinette ou tranquillement, tandis qu'un pouce, ben, malheureusement, les pouces, on les a partout. C'est plus difficile à enlever. Et le pouce, c'est un peu le même principe qu'une suce ronde. Il va vraiment, lui, créer une forme, une voûte un petit peu au niveau du palais. Oui. Donc, ça, c'est des éléments en tant que parent qu'on peut porter attention. Quand je vois des enfants qui, par exemple, font des activités sportives, ça me fait sourire parce qu'en fin de semaine, j'étais justement en ski avec les enfants, puis il y avait une petite cocotte de l'âge de ma plus jeune, à peu près 2 ans, qui était en ski avec sa suce dans la Oh bouche. là là! Donc là, des fois, je me dis, bon, tu sais, si on est capable en tant que parent, parce que c'est pas que la durée, c'est pas que dire, ben avant 2 ans, mais il y a aussi une question d'intensité et de fréquence. Donc, plus l'enfant va avoir sa suce, puis on le sait aussi que ça a un impact sur le développement de la parole, du langage, en fait, là, parce que si je parle avec une suce dans la bouche, je me fais beaucoup moins comprendre. Donc, c'est des éléments comme ça. Sinon, après ça, d'autres facteurs qui peuvent nous pister, c'est tout ce qui est au niveau respiratoire. Donc, si j'ai un bébé qui va ronfler ou un enfant qui ronfle, déjà, on sait qu'un des facteurs principaux d'établissement d'un tome, c'est la respiration par la bouche. Et moi, je dis toujours aux gens, respirer par la bouche, ce n'est pas la norme. C'est pas, le corps n'est pas fait pour ça. La respiration par la bouche nous sert à parler et à manger. La respiration par la bouche, c'est une porte de sortie parce qu'on est fait pour survivre, dans le sens où si je suis enrhumée, que j'ai le nez congestionné, c'est sûr que je vais trouver une façon de respirer, je vais respirer par la bouche. Mais de manière générale, c'est le nez qui nous sert à ça, sinon on n'aurait juste pas de nez. Donc, quand on voit des enfants qui souvent vont faire des otites à répétition, qui vont souvent, justement, qui vont avoir souvent des rhumes, des rhinites allergiques, qui vont faire de l'asthme. Donc, tous ces éléments-là, c'est des facteurs qui vont encourager indirectement la respiration par la bouche. Et là, on dit, oup, 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 on est dans un facteur d'établissement d'une position qui n'est pas adéquate pour la langue. Parce que si je respire par la bouche, je ne peux pas garder ma langue au palais. Ce n'est pas vraiment efficace. Donc, la langue va rester en position basse. Donc, c'est une compensation pour fonctionner, pour survivre, mais c'est Exactement. pas tant adaptatif pour le Exact. fonctionnement puis le reste du développement. Exact. Fait que dans ce sens-là, Mmh. c'est important d'aller consulter. Je sais que, par exemple, tu sais, moi, c'est vraiment pas rare que je reçois dans mon bureau quand je fais l'historique, les parents vont me dire: «Ah oui, on lui a fait retirer les amygdales, quand il avait 4». Puis souvent, c'est souvent 3 et 5 ans, donc ça veut dire que, tu sais, Ouais. l'habitude de respirer par la bouche a été faite, même si on a enlevé un petit peu
l'interférence, les obstacles, l'habitude reste par la suite. C'est plus facile de respirer par la bouche Ben oui. Ah, que je par le savais nez. pas. Ah, Quand on respire par la bouche, on peut inspirer à peu près 2 fois plus d'air. Donc, pour chaque inspiration, on peut inspirer jusqu'à 50 plus d'air que par le nez. Ceci étant, on peut absorber jusqu'à 30 moins d'oxygène. Donc, pour une plus grande quantité d'air, on est moins bien oxygéné que si on respire par le nez. mais comme tous les patrons moteurs, ça s'automatise, ça devient une habitude et plus on les a longtemps, plus ça demande des efforts conscients pour les corriger, pour en installer des nouveaux. Exactement. Puis c'est souvent le Mmh. gros défi. Parce que Mmh. souvent, c'est ça, comme on l'a automatisé, souvent, c'est ça, les parents vont me dire, ben j'ai remarqué quand il regarde la télévision ou dans la voiture ou quand il est fatigué, oups, il va ouvrir la bouche. Et là, je dois lui rappeler de fermer la bouche. Donc, on s'en rend pas compte. Fait que ce que j'aime expliquer, c'est quand on fait une rééducation, par exemple, en orthophonie, c'est qu'on va venir conscientiser un patron qui était rendu automatique pour aller le travailler. Puis après ça, on veut le ramener quand même dans l'inconscient. On veut créer un nouvel automatisme. Comme c'est une reprogrammation, en fait. Mais alors, plus l'enfant est vieux, plus ça va être difficile ou long peut-être à réinstaller une nouvelle habitude, mais plus l'enfant est vieux, plus ça doit être facile de le conscientiser, puis de le mobiliser lui-même à faire les efforts pour changer tout ça. C'est comme un paradoxe, ouais. Hein? Oui, effectivement. Généralement, quand on regarde au niveau de la croissance, le moment où on a le meilleur potentiel de rééducation, c'est autour de 3-4 ans. Ceci étant, c'est sûr qu'à 3-4 ans, c'est pas toujours évident de faire les exercices, de faire conscientiser. Hem, donc versus à 10, 11, 12 ans, par exemple. Mais ça reste aussi que le tempérament, parce que moi, j'ai des enfants, j'ai un petit coco de 5 ans, que je suis qui est vraiment très, très bon. Puis, les parents sont ça dépend aussi de l'implication des parents. On s'entend là qu'à cet âge-là, ça prend beaucoup l'implication des parents. C'est très rare que J'imagine. l'enfant lui-même va dire: «Ah, Ouais. il faudrait que je fasse mes exercices». Puis, c'est ça, puis la mère, elle est très impliquée et elle me disait la semaine dernière que c'est un enfant qui a un zozotement, donc un stigmatisme OK. qui parle sur le bout de la langue aussi. Et elle me disait: «Il a commencé à porter attention quand il nous parle, je le vois qu'il se concentre». Puis là, je dis: «Waouh, OK, fait à Mmh. 5 ans, il est capable, il l'a conscientisé». Mais j'ai des adultes pour qui c'est difficile aussi, là. Ouais. Ben, j'imagine. Peut-on parler un peu plus des impacts, moteurs, si on a un tome qui est pas dépisté et dont on n'a pas débuté l'intervention? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu en as nommé quelques-uns, par exemple ronfler, mais à quoi s'attendre? Et tantôt tu as parlé de posture aussi, ça nous intéresse beaucoup. Bien, ce qu'on sait, c'est que c'est toujours moi, je tout le temps, c'est toujours un peu la poule ou l'œuf. C'est-à-dire que même au niveau des dents, parce qu'on sait très bien que, il y a des liens entre l'orthodontie au niveau de l'occlusion et de la posture. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai des gens, puis si vous écoutez le podcast, vous pourrez l'essayer. Juste si je ferme mes dents naturellement, Oui. puis là, des fois, ça vous permet de voir déjà des déséquilibres. Moi, j'ai pas de déséquilibre au niveau de l'occlusion. Et donc, si par exemple, je bascule la tête vers l'arrière, je vais sentir que mes molaires vont entrer en contact plus fort. Si je bascule la tête vers l'avant, théoriquement, je devrais sentir que c'est plus les incisives à l'avant. Et si je fais gauche, ça va être le côté gauche. Si je fais droite, ça va être le côté droit. Donc, on peut sentir que des fois, c'est ça, les gens me disent: «Ah, je le sens pas». Bien, des fois, c'est sûr que s'il y a déjà un déséquilibre, ça se peut que je le sente pas. Mais quand j'ai vraiment l'équilibre, je le sens très bien. Et donc, déjà, juste faire ce petit exercice-là, ça nous permet de voir à quel point une posture peut avoir un impact. Des fois, on parlait de ça, c'est tout, mais ça peut être j'ai des gens, moi, qui naissent, par exemple, avec une scoliose. C'est sûr que si j'ai une scoliose et que je suis toujours un petit peu déviée, ça va avoir un impact sur mon occlusion, effectivement. Et donc là, c'est plus difficile aussi parce que pour ça, je parlais d'ostéopathie, d'ergothérapie. C'est vraiment multifactoriel. La physiothérapie aussi peut embarquer dans tout ça. Mais la posture aussi, donc la posture peut entraîner un déséquilibre au niveau orofacial, mais un tome peut entraîner un déséquilibre postural Mmh. aussi. Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, j'ai la bouche ouverte, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on ouvre la bouche, c'est parce qu'il y a quelque part au niveau de nos tubes respiratoires que ça coince un petit peu. On a besoin de dégager l'espace.
un des réflexes que les gens vont souvent avoir quand ils ouvrent la bouche, c'est d'antérioriser, d'arrondir les épaules, puis de relever la tête pour aller dégager. Mais ce type de posture-là, le corps n'est pas fait pour supporter ces angles-là. Donc, c'est une posture qui va venir être une posture compensatoire, mais qui peut entraîner aussi après ça d'autres déséquilibres. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt aussi beaucoup du cou. Et on est dans une époque aussi où, avec la technologie, on est beaucoup assis à l'ordinateur, on est beaucoup arrondi, ce qui va faire en sorte que si déjà j'ai les épaules arrondies, je viens comprimer au niveau du torse, au niveau de la poitrine, qu'est-ce que je vais essayer d'aller faire? Mais je vais souvent étirer le cou. Donc, c'est pas pour rien, des fois, les gens vont dire des douleurs cervicales, des douleurs dans le haut des épaules. C'est des éléments aussi qui peuvent avoir un impact. Donc, si j'ai un tome, déjà d'emblée, je suis plus portée à avoir cette posture-là d'étirement et donc ce déséquilibre-là aussi. Fait un des éléments qu'on va dire beaucoup dans la rééducation des tomes, se redresser, ça a un impact sur la position. Oui. Mais je trouve ça vraiment important ce que tu viens de dire pour nous, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes et les autres professionnels qui interviennent beaucoup au niveau de la posture, de connaître ça, l'existence possible des déséquilibres orofaciaux peut nous donner des pistes pour complémenter notre rééducation avec des intervenants formés à ce niveau-là, plutôt que seulement intervenir au niveau du contrôle postural en soi. Exact. Puis souvent, moi, ce que j'aime voir, c'est quand on regarde je demande à la personne de s'asseoir, par exemple, droit. On peut voir selon si, par exemple, il y a une asymétrie du visage. Donc, des fois, j'ai déjà je reprends l'exemple de la scoliose. Mettons, j'ai un patient dans mon bureau que je ne sais pas nécessairement d'emblée qu'il y a une scoliose. Des fois, ça, tu sais, surtout ça, quand on est gelé, ça ne paraît pas toujours. Donc, je vais voir la déviation. Puis des fois, je peux voir qu'il y a une épaule. Donc là, on voit que le cou va comme essayer de compenser. Fait que, tu sais, puis là, des fois, je vois, OK, je vois Ouais, que tu dévies comme ça. Ah oui, j'ai une scoliose qui va dans... ouais, Ah, OK. Ceci explique cela. Donc, OK. effectivement, de regarder, quand vous analysez la posture, de regarder plus jusqu'au visage aussi. Des fois, on OK, s'arrête aux épaules, c'est vrai. mais d'aller regarder au niveau du visage, ça peut nous pister beaucoup sur c'est une chaîne, hein, vraiment, là. Ben Ouais. oui. Mais bonne recommandation. Pourrais-tu nous parler juste un petit peu plus de prononciation, d'articulation? Bien sûr, chez les jeunes en apprentissage, je pense que c'est normal encore, là, jusqu'à un certain âge, d'avoir, des défis de ce côté-là, mais est-ce que ça peut se maintenir, jusqu'à l'âge, adulte aussi? Je dirais que l'élément majeur au niveau de la prononciation qui va ressortir, qu'on peut corréler avec un tome, c'est le fameux sigmatisme. OK. Donc, qu'est-ce que j'entends par sigmatisme? On peut parler de zézément ou de zozotement. Donc, les gens qui vont parler un petit peu sur le bout de la langue. Donc, ça va comme siffler un peu. Effectivement, c'est dans le fond, c'est que la langue, elle va trop vers l'avant. Quand on est jeune, mettons en bas de 5 ans, ça peut arriver à un enfant qui va parler d'un ça au lieu d'un chat ou d'un sien ou d'un singe. Oui. C'est normal jusqu'à un certain point. Ceci étant, déjà à 3-4 ans, on peut voir que dans certains cas, on se dit c'est quand même c'est plus prononcé que ce à quoi on s'attend. Donc, il y a peut-être des chances que ça perdure. Quand ça dépasse 5-6 ans, si l'enfant fait encore ça, les chances que ça reste sont très grandes. Un adulte ne va pas nécessairement dire un ça ou un sien, mais il va parler peut-être un peu plus avec un sifflement. Donc, si je veux dire un serpent au lieu d'un serpent ou je vais au cinéma, donc on va l'entendre aussi. Ce qui est particulier, ce qui peut être c'est toujours un peu délicat, c'est que des fois, les gens qui ont un stigmatisme ne s'en aperçoivent pas et OK. les gens proches Mmh. d'eux, des fois, ne le voient pas parce qu'ils ont toujours Ils sont entendu oui. comme ça. Donc, des fois, d'aborder ça, c'est important. Tu sais, on ne veut pas non plus heurter les gens. Je reprends l'exemple de mon petit bonhomme de 5 ans. Lui, son père a un stigmatisme et c'est la mère qui, elle, a comme vu, elle dit, non, ça marche pas. Tu sais, elle avait 2 garçons, puis elle dit, puis je vois mon conjoint et tout. Euh, elle dit, c'est drôle parce qu'elle dit, quand j'en parlais à mon conjoint, lui, il le voyait pas. Puis lui, il disait, ben non, moi, j'ai pas ça. Puis même sa belle-mère, donc la mère de son conjoint, disait, ben non, tu sais, il n'y a pas ça. Mmh. Et à un moment donné, la mère du petit garçon que je suis me dit, ben là, euh, mon conjoint, il a réalisé parce qu'il a essayé de faire les exercices à notre fils et il n'était pas capable de les faire. Oh! Et là, il a comme réalisé, oups, OK, Mmh. moi aussi, j'ai possiblement ça.
Donc, des fois, c'est l'élément principal qui va ressortir, le stigmatisme. Mais encore une fois, comme je dis, c'est pas tout le monde qui en a connaissance. Et on revient un peu avec l'impact fonctionnel. Il y a des gens pour qui, moi, j'avais déjà intervenu avec une adolescente qui, elle, voulait régler ça. Sa mère avait la même chose parce qu'il y a une partie quand même aussi. Le stigmatisme s'inscrit dans un petit peu plus grand, là. C'est rare que la personne n'a qu'un stigmatisme, là. Il y a le tome aussi. Donc, il y a une part aussi de OK. génétique qui peut venir avec ça. Et la mère a dit, moi aussi, j'ai ça, mais moi, OK. je vis bien avec ça. J'ai pas besoin de le rééduquer. Donc, je dirais que c'est l'enjeu principal. Il y a aussi ce qu'on appelle un stigmatisme latéral. Donc, c'est vraiment plus un chuintement. Donc, j'ai comme des pertes d'air un petit peu sur le côté comme ça. Ouais. Un stigmatisme latéral, ça, on peut parler d'atypie parce que ça ne fait pas partie des grands jalons du développement. Nulle part dans le développement des sons, de la parole, on ne s'attend à ce qu'il y ait ce genre de straightement-là. Donc, quand j'ai un enfant qui fait ça, déjà, je peux dire, oups, OK, la, la, les chances que ça persiste sont plus grandes, puis on va essayer de le prendre plus tôt. Et encore, le principe du stigmatisme, bien, plus on travaille tôt, meilleures sont les chances de récupération parce que adulte, c'est très difficile à récupérer un Mmh. stigmatisme. J'imagine. Et l'alimentation? Ça a aussi un impact. Oui. En fait, ben, au niveau de l'alimentation, ce qu'on va voir beaucoup, ce qui va ressortir, c'est les gens, des fois, vont avoir certains aliments qui vont préférer éviter, pas par goût, mais je vais y aller, par exemple, souvent la viande. Surtout la viande, par exemple, de la viande rouge, du bœuf, du veau, qui peut être un petit peu plus fibreuse. Les gens vont dire: «Ah, ben ça, c'est difficile à mastiquer. Je vais le mastiquer longtemps. Quand je l'avale, des fois, j'ai l'impression, des fois, ça m'arrive, quand j'avale, j'ai l'impression que ça reste coincé dans ma gorge». Des gens qui ont peur d'avaler des comprimés. J'en ai des gens qui vont me dire: «Ben moi, j'ai commencé à être capable d'avaler des comprimés, j'avais 13, 14 ans». Oui, il y a une composante aussi peut-être plus psychologique parce qu'on a peur de l'étouffement, mais des fois, c'est que je vais sentir, mettons, le comprimé descendre. Au niveau aussi de l'alimentation, mais ce qui peut arriver, c'est que, en fait, la grosseur des bouchées, donc des gens qui vont mastiquer bouche ouverte, qui vont avaler de l'air, qui peuvent se sentir ballonnés après des repas inconfortables, qui vont faire ce qu'on appelle des éructations, mais en bon terme, qui vont roter, qui vont avoir des reflux. Oh. Donc, tous ces éléments-là peuvent être liés au tome. Pourquoi? Parce que ma déglutition, donc quand j'avale, comme j'ai un patron qui n'est pas mature, elle n'est pas aussi efficace que ce que je devrais en général. Ce qui fait en sorte que la nourriture, ben, elle est plus difficile à avaler. Des gens qui vont, des fois, vont boire plus pendant les repas pour aider inconsciemment à faire descendre la nourriture. OK. Heu, donc, fait que c'est un peu ce principe-là. La mastication, si on peut le voir, des fois, une mastication qui va être unilatérale, qui va contribuer au déséquilibre. Ouais. Hem, Toujours mastiquer du même côté? exactement. Donc, on va encourager de mastiquer des 2 côtés le plus possible. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'au niveau de la mastication, des fois, ce qu'on voit, c'est qu'on Ouais. a tendance, Tom ou pas, Mmh. dans notre société actuelle, à manger très vite. Mmh. On ne prend pas nécessairement le temps de mastiquer les aliments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand nos aliments sont rendus au molaire à l'arrière, tu sais, nos dents ne sont pas pareilles dans notre bouche parce qu'il y a une progression au niveau de la mastication des aliments. Et donc, quand ils sont prêts à être avalés, les aliments, la plupart du temps, on ne les a pas suffisamment mastiqués. Donc, il faut prendre le temps aussi de ralentir dans la mastication, ce qu'on ne fait pas toujours. Tellement intéressant. Est-ce que un bébé qui a de la difficulté à allaiter, ça peut être un indice, déjà qu'il y a quelque chose, en devenir? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide. Est-ce que un bébé qui a de la difficulté à allaiter, ça peut être un indice, déjà qu'il y a quelque chose, en devenir? Oui, effectivement. On pense notamment au frein de langue, donc le petit filament OK. qu'on a sous la langue. Ouais. C'est de plus en plus, je dirais, les spécialistes en allaitement vont aller observer le frein de langue. Parce que souvent, ce qui va arriver, des fois, j'ai des parents qui vont me dire: J'ai pas allaité ou j'ai essayé d'allaiter. C'est pas que le bébé prenait pas bien le sein, mais j'avais pas une assez bonne production de lait.
Et ma cousine, moi, elle est spécialiste justement en périnatalité et en allaitement. Puis à un moment donné, je lui ai posé la question, je disais à quel point? Puis elle me disait que souvent, c'est pas tant que la production, elle est pas bonne, c'est que la succion du bébé n'encourage pas Ouais. suffisamment la production de lait de la maman. Mmh. Et oui, il y a le frein, tu sais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il peut aussi y avoir, sans parler des facteurs environnementaux, il peut y avoir un facteur physique. Donc, je peux avoir un bébé qui, à la base, va avoir une mâchoire plus étroite parce que, par exemple, ou un recul du menton plus prononcé parce que, par exemple, un parent a ça aussi. Donc, génétiquement, généralement, on hérite les traits de nos parents en partie. Donc, ça peut avoir un impact, effectivement. Donc, l'allaitement, souvent, je trouve que ça peut être intéressant, quelqu'un qui veut allaiter, d'aller consulter vraiment un spécialiste qui va explorer vraiment les options puis dire c'est-tu vraiment parce que OK. dans certains cas, oui, c'est possible là, que vraiment il y a des cas, mais comme ce que ma cousine qui est spécialiste là-dedans m'expliquait, elle me dit vraiment des cas où on sait que pertinemment la mère doit prendre, par exemple, la dompéridone ou des choses comme ça. C'est pas aussi fréquent que ce qu'on pense. Oui, effectivement. Alors, si je remarque un défi avec l'allaitement, c'est intuitif de peut-être consulter un professionnel en allaitement, en Oui. lactation, mais si ce sont les autres, manifestations qui ressortent, qui je vais voir? J'en parle, j'imagine, au pédiatre. L'enfant Ouais, n'a pas nécessairement de dentiste. Donc le pédiatre d'abord. je dirais que le pédiatre, surtout quand c'est tout de l'ordre un peu plus, santé, donc tu sais, virus et tout, parce qu'on le sait, c'est sûr que puis ça devient vraiment un cercle vicieux. Donc je parle des fameuses amygdales, je pense aux fameuses, les otites avec les trompes d'Eustache. C'est sûr que si mon nez, l'air passe moins bien, tu sais, moi je dis tout le temps, quand je me blessais quand j'étais jeune, puis je voulais mettre un pansement, ma mère me disait tout le temps: «Non, laisse-le à l'air libre, ça va sécher, sinon ça va infecter». Mais c'est un peu la même chose. Quand notre nez est congestionné, ça reste c'est un beau nid pour le développement des bactéries, donc au niveau des trompes de stage. Fait que ça, quand on voit des enjeux comme ça, des enfants qui ont des historiques d'otite à répétition, justement, les amygdales, les enfants qui ronflent, consulter le médecin, c'est la première chose. Puis de ne pas hésiter à parler de cet enjeu-là des troubles orofaciaux myofonctionnels à votre médecin parce que les médecins ne seront pas nécessairement formés là-dedans. J'ai une de mes bonnes amies qui est ORL en pédiatrie et quand je lui ai parlé des troubles orofaciaux myofonctionnels, elle connaissait vaguement ça. Oui, Donc, de parler de ça, il y a plusieurs médecins qui vont découvrir ça, puis en allant s'informer, là, vont pouvoir faire plus facilement les liens. Donc, n'hésitez pas à éduquer aussi les professionnels que vous consultez. Plus les professionnels vont être éduqués là-dedans, mais plus on va pouvoir intervenir en synergie. tout à fait. Et un des moyens peut être de partager cet épisode-là du podcast, avec, vos intervenants ou d'autres, parents que vous connaissez. Alors, je suis curieuse d'entendre un petit peu plus d'informations sur l'intervention. Comment ça se passe si on m'a référé vers une orthophoniste ou un autre professionnel formé pour intervenir? Tu as parlé d'exercices, de changement d'habitude. Alors concrètement, à quoi je m'attends pour dans ce type de suivi-là? Mais donc, les TOM, on l'a dit, c'est multifactoriel. Donc, la prise en charge peut être séparée à travers différents professionnels. Moi, j'aime bien voir l'orthophoniste un petit peu comme le chef d'orchestre. On ne peut pas faire cavalier seul, Mmh, dans le sens où moi, je ne peux pas rééduquer, je ne peux pas redresser les dents toute seule. Des fois, ça va m'arriver, par exemple, que je vais dire, ben, je peux, jusqu'à un certain point, on peut faire certains exercices, mais l'environnement buccal n'est pas optimal. Si je n'ai pas l'orthodontiste qui intervient, on n'aura pas 100% du potentiel qu'on peut aller rechercher. Je parlais de l'ORL. Si j'ai pas une respiration possible par le nez, j'aurais beau faire tous les exercices du monde, ouais, mais je vais rester quand même avec une position de langue qui ne sera pas adéquate. Donc, souvent, comment ça fonctionne, c'est que le dentiste va généralement, ça que toi, ou le parent, en écoutant cet épisode-là, va dire: Hey, je pense que mon enfant, ou même moi-même en tant qu'adulte, j'ai un tome, ben moi, je suggère de contacter l'orthophoniste en premier. Et souvent, elle, à la lumière de l'évaluation qu'elle va faire, ben, elle va pouvoir pister puis diriger aussi. Mais OK, ça serait pertinent d'aller consulter le médecin ou en ORL qui vont me parler de douleur, la physiothérapie et des physiothérapeutes qui sont spécialisés en articulation temporomandibulaire ou des ostéopathes, par exemple, qui vont pouvoir aller rééduquer ça plus spécifiquement. Quand on regarde le suivi en orthophonie de manière générale, moi, j'aime bien comparer ça à de la physiothérapie, donc à une rééducation musculaire, hein. Comme j'ai mentionné, c'est des exercices. OK.
Donc, c'est sûr qu'on va aller rééduquer la position de la langue au repos. Il y a de l'éducation aussi, donc expliquer aux patients, aux clients, qu'est-ce qui est attendu. Donc, donner des stratégies pour tranquillement amener une nouvelle automatisation, mettre en place un nouveau patron, la position de repos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a le plus d'impact au niveau des dents, au niveau des forces, de, de la posture, c'est la position de repos. Même s'il n'y a pas de force qui est exercée sur les dents, vu que c'est toujours une pression qui est continue, c'est ce qui a le plus d'impact. Ceci étant, on va aller travailler la déglutition aussi parce que ça fait partie du portrait, la prononciation aussi dans tout ça, les habitudes. Fait qu'on peut s'attendre généralement, donc moi je dis ça, c'est vraiment comme une rééducation, mais avec les muscles à la langue. Donc des exercices. Je pourrais avoir à faire des exercices de claquement de langue pour aller travailler au niveau du dos de la langue, d'aller faire des exercices de succion au palais pour aller travailler l'élévation, des exercices de déglutition aussi, donc avec certains aliments spécifiques pour prendre conscience de ce patron-là. Et tranquillement, le gros défi, je dirais, c'est pas de les faire, c'est de les intégrer dans le quotidien. Mmh. C'est vraiment le gros morceau. Généralement, en orthophonie, on peut estimer peut-être un 4 à 8 mois total de suivi, tout dépendant du point de départ où on était, OK. de ce qu'il y a à faire et de l'implication aussi de la personne dans ces exercices. Parce qu'on aura beau donner tous les exercices du monde, mais c'est sûr que ce qui fait la différence, c'est l'intégration et la pratique quasi quotidienne, en fait, de tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par les intégrer dans le quotidien versus les faire? Donc les faire, ça serait, je prévois 20 minutes, après le souper pour le faire avec mon enfant versus quoi? Donc, je vais aller avec un exemple pour la déglutition, par exemple. Ouais, Je pourrais donner un exercice que je vais donner souvent, c'est de pratiquer à avaler des aliments de texture purée. Par exemple, du yogourt, de la compote, pudding, peu importe. ouais, Et donc, quand on va donner l'exercice, je vais dire, bon, ben, j'explique comment faire. Je demande à la personne d'avaler, par exemple, lèvres ouvertes pour vraiment s'assurer que la langue ne pousse pas, mais que la langue recule. OK, Donc, ça serait un exercice qu'on pourrait cibler pendant quelques temps, de dire, bon, ben, à chaque jour, ben, vous avez ciblé qu'à la collation, vous prenez un yogourt, peu importe la saveur, puis vous faites l'équivalent d'une portion individuelle en faisant ça. Donc, la personne, à un moment donné, ben, va venir qu'elle elle le fait, ça va être facile. Mais moi, ce que je veux, par contre, c'est que maintenant que ça, c'est fait, c'est acquis, c'est si, par exemple, dans une semaine, ça arrive que vous mangez une compote qui est en dehors de cette routine-là, est-ce que je vais être capable d'y penser, de faire ce patron-là OK, de façon plus naturelle? OK. Donc, souvent, les gens vont me dire, ben quand je le fais, je suis capable de bien le faire. Puis c'est vrai, quand ils m'envoient leurs vidéos, par exemple, pour me Ouais, montrer, je vois que c'est très bien fait. Mais là, ils vont me dire, ah, mais cette semaine, par contre, c'est vrai que je réalise que j'ai pas pensé dans mes repas à le faire. Donc, c'est là, en fait, l'intégration qui est plus difficile. Où je reprends l'exemple d'un enfant qui écoute la télévision, qui a toujours la bouche ouverte. Bien, quand il fait son exercice de bouche fermée, ça va bien. Mais il n'y a pas toujours l'exercice à chaque fois. Donc là, oups, OK, donc OK. il est capable de le faire. Maintenant, dans la routine, dans le quotidien, c'est pas bien intégré parce que l'habitude ne s'est pas placée. Fait que c'est ça le défi, je dirais. Alors les parents ont un rôle pour les enfants plus jeunes de leur rappeler Oui. pendant qu'ils écoutent, par exemple, la télévision, de fermer la bouche, par exemple. Exact. Puis après ça, ben, c'est d'aller discuter aussi parce que Ouais, je le sais que des fois, surtout quand j'ai des jeunes de 10 11 ans qui, des fois, s'affirment un petit peu plus, puis qui veulent pas nécessairement que les parents leur rappellent tout le temps, qui vont trouver ça un petit peu lourd et envahissant. Mais des fois, c'est discuter avec le jeune, ben, qu'est-ce qui pour toi est, est correct, est adéquat? Donc, c'est beaucoup aussi dans la thérapie de discuter des plans de match. Parce que je peux proposer des exercices, mais il faut connaître le contexte de la personne, qu'est-ce qui va fonctionner pour optimiser les chances d'application au OK. quotidien. Puis je pense que tu l'as peut-être mentionné tout à l'heure, mais je pense que ça vaut la peine de le reprendre. Au niveau de la progression puis de l'efficacité de l'intervention en fonction de l'âge, est-ce qu'il y a vraiment une différence si on le fait très tôt versus plus tard durant l'enfance ou même la vie adulte? Bien, je dirais que pour la progression, ce qui va faire le plus de différence, c'est vraiment l'adhérence, en fait, au traitement. Donc, à quel point la personne va s'impliquer dans sa rééducation. Si, je ne sais pas, moi, j'ai
une personne qui fait ses exercices 2 fois par semaine, je peux pas m'attendre à une progression, très, très efficace et qui va être OK. soutenue. Est-ce que je m'attends que la personne fasse ses exercices 7 jours sur 7? Beh, dans l'idéal, c'est sûr que c'est ce qu'on voudrait, mais je suis consciente que c'est pas la réalité, c'est pas possible. Tu sais, si on est capable de faire au moins un 4 à 5 jours idéalement, donc une plus régulier, un peu comme un entraînement, quelqu'un qui veut s'entraîner, hein, c'est souvent ça, on se permet peut-être 2 jours de pause dans la semaine. Ouais. Hem, Mmh. on peut avoir quand même une progression qui est soutenue, qui va aller justement nous permettre là du 4 à 8 mois. Encore une fois, si par exemple, je sais pas, je vois que, à un moment donné, j'ai un patient qui a besoin d'avoir une chirurgie entre-temps, ben, on peut prendre des pauses à ce moment-là. Pour ce qui est du succès, en fait, du maintien, c'est sûr que plus on est en bas âge, moins on va avoir besoin de le conscientiser et je dirais que l'intégration dans le quotidien va être un petit peu plus facile à condition, donc dans la mesure où le parent est impliqué, par exemple. Surtout à 3 4 ans, Ouais. c'est pas avec l'enfant, en fait, vraiment qu'on travaille, c'est vraiment beaucoup plus avec le parent, là, soyons bien honnêtes. Mais, je dirais que, chez les adultes, c'est souvent un gros défi. Ce qui est le plus gros défi, c'est pas de faire l'exercice, c'est de S'implante. s'assurer que Mmh. l'habitude s'implante. C'est très difficile pour les adultes. Ouais, ouais, très difficile. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. Puis ça. Ouais. Alors, l'orthophoniste et d'autres professionnels, qui peuvent être formés dans ce domaine-là, ont un rôle important à jouer. Est-ce que ces services-là sont offerts, là, on va parler du Québec, au Canada, dans le réseau public ou est-ce que ça se passe seulement au privé? Ça se passe principalement au Mmh. privé. C'est vraiment, je dirais que, tu sais, ce qu'on va voir au public, c'est plus dans l'ordre de la dysphagie, mais là, il y a plus Mmh. d'enjeux de santé. Je OK. pense, par exemple, à faire des aspirations, des choses comme ça, ce qu'on verra pas nécessairement dans un trouble orofacial myofonctionnel. Mais l'aspect TOM, c'est vraiment plus généralement au privé. Ouais. Hem et je crois qu'en Europe ou principalement en France, c'est un petit peu le même principe, c'est en cabinet libéral, si je me trompe pas. De là l'importance de la prévention en observant les habitudes, dès, les premières semaines, mois de vie, l'utilisation de la suce, le fameux pouce, Exact. Est-ce qu'il y a des conseils, qui sont pas ressortis pendant, notre discussion, qui seraient intéressants à partager aux parents, aux intervenants, aux éducatrices peut-être, en milieu de garde? Ouais, ben, je dirais que un mythe qui va ressortir souvent, que je vois chez les parents qui ont des jeunes enfants, par exemple, justement avec la suce ou le pouce, c'est de se dire: «Ah ben, c'est là, il y a ses dents de bébé, il y a encore ses dents primaires, donc quand il les aura plus, ça va être correct». Je confirme que ça va être pire. OK. En fait, pourquoi? Parce que, ben, premièrement, si déjà on voit qu'au niveau de la dentition primaire, il y a des déséquilibres, OK. déjà, on a moins de dents quand on a une dentition primaire. Les dents sont plus petites. Quand les dents d'adultes sortent, c'est là que le chevauchement peut se créer et on pense beaucoup aux dents, mais on oublie tout l'aspect squelettique. Donc, de pas penser que quand l'enfant aura plus ses dents de bébé, ça va se placer. Ça, c'est la première chose. Des fois, on a un peu cette pensée-là. Je suis consciente aussi que peut-être aussi de tout ce qui est justement la suce et le pouce, souvent, on entend avant 2 ans, ça va, il y a pas de problème, mais je trouve important de garder en tête que ce n'est pas que la durée, mais la fréquence et l'intensité sont très importantes aussi. Parce que j'en ai vu, moi, souvent des enfants de 18 mois, 2 ans, pour qui les dents étaient déjà, il y avait déjà un déplacement du fait que la suce, elle était vraiment souvent dans la bouche. Donc peut-être en tant que parent de sensibiliser, Mmh. d'être sensibilisé à ça, de dire: «Ah OK, bon, mon enfant prend la suce, si je peux peut-être limiter aussi». Puis en même temps, ben, là, je vais parler avec mon autre chapeau, mais pour ce qui est du développement du langage, c'est sûr que moins on a la suce dans la bouche ou le pouce, le mieux c'est. Après ça, Oui, il y a plein de façons aussi de pour aller sevrer la suce et le pouce, là. J'embarquerai pas là-dedans parce qu'on pourrait refaire un oui. épisode au complet là-dessus. Mais je pense que de garder ça en tête, que c'est pas parce que quand il y aura ses dents d'adulte, ça va être mieux. Ouais. C'est souvent un mythe que je vois. Mmh. Je reviens à consulter un intervenant. Est-ce que, bon, on est capable d'aller au privé, au libéral? Maintenant, est-ce que c'est facile de trouver un intervenant
former? Est-ce qu'il y a un site web, à quelque part où, les intervenants qui possèdent cette expertise-là peuvent être, retrouvés, ou il faut appeler les cliniques d'orthophonie une par une pour vérifier? C'est pas évident. Souvent, si par exemple, on rencontre le dentiste, la plupart du temps, le dentiste va pouvoir référer à des professionnels orthophonistes. Des fois, souvent, les dentistes ont des listes d'orthophonistes qui font OK. de la pratique de la rééducation des tomes. On peut au Québec aller voir sur le site de l'Ordre. La seule chose, c'est sûr que l'enjeu qu'on a, c'est les listes d'attente, dans le sens où on ne connaît pas Ouais, les délais d'attente. Des fois, il y a des cliniques pour qui les délais vont être plus longs. Des fois, les listes d'attente vont être fermées. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a quand même un petit peu d'appel à faire pour pouvoir ouais. trouver quelqu'un qui pourra faire une prise en charge, ce qu'on espère dans un délai le plus court possible. Mais ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est sûr que pour ça, il faut faire un petit peu de recherche. Une question que les gens vont se poser, c'est: toi, est-ce que tu acceptes encore des clients et où es-tu située? Peut-on te consulter? Oui, oui, moi, j'accepte encore des clients. Moi, j'ai un modèle d'intervention qui est assez différent, je dirais, Mmh. de ce qu'on fait de façon plus traditionnelle. Un OK. modèle que j'ai changé parce que justement, je voyais mes listes d'attente s'allonger et je sais pas si c'est parce que mon père était orthodontiste. Tu sais, je voyais que lui, il réfère en orthophonie, par exemple, puis il dit: «Mais moi, je fais un traitement en orthodontie». Puis l'orthophoniste peut faire une prise en charge juste dans 6 mois. C'est sûr que ça a un impact aussi sur le traitement d'ortho et tout. Puis quand je fais de la formation aux dentistes, aux orthodontistes, c'est un gros problème qui ressortait, c'est de dire: «Bien, on veut référer, mais on n'a aucune ressource pour référer». Et donc moi, je prends encore des clients. C'est juste que j'ai un mode d'intervention qui est un petit peu plus, je dirais, moins traditionnel, que j'appelle un mode hybride, qui fonctionne bien. OK. J'ai épluché la littérature, j'avais pas trouvé pour ce qui était des tomes, fait que j'ai adapté avec d'autres modèles de télémédecine qu'on peut appeler. Comme je disais tantôt, ce qui va faire une grosse différence, c'est l'adhérence au traitement. Donc, je ne vais pas nécessairement faire un suivi. En fait, je ne vais pas faire des rencontres à horaire fixe à chaque semaine ou 2 semaines, mais je fais des suivis par messagerie instantanée sécurisée pour m'assurer que la progression va bien à toutes les semaines. Donc, 2 fois par semaine, j'échange avec les clients et on fait des rencontres quand même à peu près au mois et demi pour voir la progression puis pour réévaluer tout ça. Donc, ça m'a permis de réduire quand même mes listes d'attente. J'ai quand même une petite liste d'attente, mais moins grande que ce que j'avais. Donc oui, effectivement. Mmh. Puis, comme n'importe quel professionnel, ça va arriver certains cas où des fois, je vais juger que je suis peut-être pas la meilleure personne pour intervenir. Donc à ce moment-là, ben, de mon côté aussi, je vais référer à des collègues. Donc, je ne vais pas dire: «Ah, appelez n'importe», tu sais, je vais dire: «Ben, je sais que telle collègue, elle est spécialiste un peu dans cette particularité-là». Donc, ça me fait plaisir aussi de référer à des collègues dans le cas où je me sens pas apte à intervenir, au meilleur de mes connaissances puis de mes compétences. Ouais. Mais tout à fait, puis ça semble vraiment intéressant ce mode, de pratique-là, et tu as d'ailleurs fait un épisode sur ton podcast, sur ce sujet-là. Je vais vous mettre ça en lien parce que si vous êtes un intervenant qui offre des services, à ce niveau-là ou à d'autres niveaux, Marie-Philippe a vraiment des pistes très intéressantes par rapport à ce mode, d'offre d'intervention-là en version hybride. Avant de terminer, as-tu un site web, à nous recommander avec de l'information sur les tomes ou des livres? Ben, je vous dirais, il y a, puis je t'enverrai le lien, Ouais, Agathe Topoula-Kobola, qui est une autre orthophoniste, ouais, a fait, un épisode qui est disponible gratuitement sur, si je me trompe pas, c'est Ami Télé, où elle en parle des tomes. Elle reçoit des orthophonistes qui en parlent. C'est vraiment un épisode super intéressant, bien honnêtement. Elle va OK. démystifier tout. Sinon, il y a, le site monorthophoniste.com, si je me trompe pas, de Marie-Emmanuelle Marchand, qui est une orthophoniste aussi qui est très spécialisée, encore pas mal plus que moi, je dirais même. Elle se spécialise dans tout ce qui est, les troubles du OK. sommeil en lien avec les tomes, donc le ronflement, l'apnée, et elle a plusieurs articles de blog super intéressants OK. qui font état de liens qui ont été documentés entre les tomes, la respiration buccale et des enjeux de santé, Mmh. qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé d'emblée. Bien, merci pour ces ressources-là, et surtout merci d'être venu nous parler de ce sujet-là. C'est un épisode un peu plus long qu'habituellement, mais je pense que tout ce qui est ressorti est excessivement pertinent à connaître et à partager. Alors, Marie-Philippe, à une prochaine peut-être, et bonne continuation avec,
ta pratique hybride et aussi, on va aller t'écouter sur ton podcast si on ne te connaissait pas. Ben, un gros merci, j'ai adoré parler comme je dis, c'est ça, je m'étais mis des notes pour pas déroger parce qu'on aurait pu faire un épisode de 4 heures sans problème. Oui, j'ai aucune difficulté à l'imaginer. Alors, bonne fin de journée, puis à la prochaine! Bye bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!